Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On a déjà parlé sur cette chaîne des samouraïs et de leur histoire. Et aujourd'hui, on va voir un type de samouraï bien particulier, les Ronin. Ces samouraïs errants, solitaires. Comment est-ce qu'ils sont nés? Quelles ont été leurs implications dans l'histoire japonaise? On voit tout ça ensemble aujourd'hui. Vous êtes prêts? C'est parti! Chapitre 1. Qui étaient les Ronin? Dans le Japon féodal, le mot Ronin signifie littéralement l'homme vague. Un samouraï qui a perdu son maître. Un guerrier déraciné, rejeté par la société où l'honneur, la loyauté sont des piliers extrêmement importants. Dans une époque où le service au daimyo est la chose la plus importante, parce qu'en fait on ne naît pas libre dans ce Japon-là, non, on est lié à son daimyo. On est lié à une fonction, à un rôle au sein de la société. Et devenir Ronin, c'est une tragédie parce qu'on perd tout ça, on perd cette liaison au monde. Et c'est un peu comme si je vous parlais d'un moine mais sans temple, d'un corps sans âme. C'est quelque chose qui n'est pas naturel. Un Ronin, c'est un samouraï sans seigneur, mais au-delà de la définition, c'est surtout une figure à part. Pendant des siècles, ces hommes ont erré à travers tout le Japon, parfois oubliés, parfois craints, et même parfois, pour certains, admirés. Ce qui est intéressant avec les Ronin, c'est qu'ils sont un peu à la marge de tout. Ils sont pas assez dociles pour entrer dans les cases, mais ils sont pas assez puissants pour les briser. Donc autrement dit, ils sont vraiment d'une sorte d'entre-deux qui en dit beaucoup sur le Japon de l'époque. Il y avait plusieurs façons de devenir Ronin et elles étaient rarement glorieuses. Par exemple, si votre daimyo mourait au combat ou était contraint de se suicider, ces hommes devenaient automatiquement des Ronin, parce qu'ils perdaient tout simplement leur maître. Et à cette époque, les batailles étaient nombreuses, la mort d'un maître c'était assez fréquent, et ceux qui lui avaient juré fidélité se retrouvaient du jour au lendemain à la rue. D'autres devenaient Ronin par disgrâce, ils avaient échoué dans une mission, désobéi à un ordre ou simplement été sacrifiés dans un jeu d'alliance politique. Et puis il y avait ceux, un peu plus rares, qui choisissaient de devenir Ronin. Par conviction, par refus d'une injustice ou par désir de liberté. Mais ce choix-là, il était lourd de conséquences. Parce qu'être un Ronin, ça voulait dire perdre ses revenus, sa place dans la hiérarchie, parfois même le droit de porter son sabre, et de devoir passer à d'autres armes moins prestigieuses. C'était une chute sociale brutale. Parce que le Japon féodal, c'était un monde de castes, de rangs, de règles. Et les Ronin n'entraient plus dans aucun cadre. Après certaines grandes batailles comme celle de Sekigahara en 1600, ou après la mort du shogun Tokugawa Iemitsu en 1651, des milliers de samouraïs sont devenus Ronin, du jour au lendemain. À certains moments, on estime qu'il y a eu plus de 500 000 Ronin dans tout le Japon. Le shogunat Tokugawa, qui voulait maintenir la paix, a très vite vu ces hommes comme un problème. Parce que trop de sabres s'enchaînent, c'est très dangereux. Certains Ronin devenaient enseignants d'arts martiaux, et d'autres trouvaient un nouveau maître ou rejoignaient des groupes de mercenaires. Dans l'imaginaire japonais, le Ronin c'est un peu devenu l'archétype de l'homme seul, libre mais perdu, un petit peu hors la loi, un petit peu héros. Et je pense que c'est pour ça que même encore aujourd'hui on est fasciné par eux, parce que c'est la figure tragique. C'est l'homme qui a tout perdu mais qui continue d'avancer malgré tout. Chapitre 2. Les 47 Ronin. L'histoire des 47 Ronin, c'est sûrement l'un des épisodes les plus marquants du Japon féodal. On parle là d'un récit de vengeance, d'honneur et de sacrifice, et c'est un récit qui continue de faire encore vibrer le cœur des Japonais aujourd'hui. Avant de devenir une légende, c'est un récit humain, mais froid et très brutal, qui commence en 1701, en plein dans l'ère Edo, pendant le régime Tokugawa qui a imposé une paix dans le pays. Mais cette paix, certes militaire, n'est pas une paix politique, parce que les conflits politiques étaient au summum. Asano Naganori, un jeune daimyo du fief d'Ako qui est convoqué au château d'Edo. Il doit s'y rendre pour préparer la visite d'ambassadeurs impériaux, et pour ça il est placé sous la tutelle de Kira Yoshinaka, un maître de cérémonie réputé, mais surtout détesté. Kira est arrogant, corrompu et méprise les jeunes seigneurs provinciaux comme Asano. Il le provoque, l'humilie à répétition, exige des pots de vin, et le rabaisse en public. À force d'humiliation, Asano craque et au détour d'un couloir, il va dégainer son sabre et attaquer Kira. Et même s'il va seulement le blesser et pas le tuer, dégainer son sabre au sein d'un château de l'ère Edo est un crime impardonnable, quelle qu'en soit la raison. Asano va être arrêté, jugé immédiatement, et la sentence va tomber. Il doit réaliser le seppuku, le suicide rituel. Ses terres sont confisquées, sa famille est déshonorée, et surtout, l'entièreté de ses samouraïs deviennent Ronin du jour au lendemain. Mais malheureusement pour Kira, ces hommes ne comptent pas en rester là. Dirigés par Oishi Kuranosuke, ils entrent dans une clandestinité silencieuse. Pendant près de 2 ans, ils dissimulent leur colère. Certains deviennent marchands, d'autres artisans ou même mendiants. Oishi lui-même, fin l'ivrognerie, il va s'afficher dans des quartiers de plaisir de Kyoto pour tromper les espions du shogun. Et tout ça c'est une couverture, une façon de détourner l'attention parce que dans l'ombre il prépare une vengeance implacable.
Le 14 décembre 1702, en pleine nuit, sous une neige épaisse, les 47 Ronin se déplacent. Ils savent que ce qu'ils vont faire les condamnera. Mais ils avancent quand même. Armés de sabres, d'arcs, de grappins, ils pénètrent dans la résidence de Kira. Un combat féroce éclate, mais les Ronin sont déterminés, organisés, disciplinés. Ils vont finalement trouver Kira caché dans un bâtiment annexe qui va essayer de nier son identité. Ça ne prend pas et Oishi lui donne une chance, se suicider avec honneur. Il refuse, et alors c'est l'exécution qui est faite. Les Ronin déposent la tête de Kira sur la tombe de leur ancien maître, leur devoir est accompli. Et là ils attendent, ils essaient même pas de se cacher, ils essaient même pas de s'enfuir parce qu'en fait ils savent très bien que ça sert à rien et ils veulent juste honorer leur maître. Donc ils attendent là d'être arrêtés et jugés. Et là le shogunat il est un peu dans un dilemme parce que certes ces hommes oui ont enfreint la loi, clairement, par contre ils incarnent le Bushido à 100%. L'honneur, la vengeance, le respect. Donc il sait pas vraiment quoi faire. Et c'est après une longue réflexion qu'il va prendre la décision d'un seppuku rituel pour chacun d'entre eux. Les 47 samouraïs vont un à un se donner la mort dans un rituel silencieux que la population japonaise va voir comme presque des héros. Et ce qui est surtout impressionnant de tout ça, c'est pas la vengeance, c'est surtout la patience dont ils ont fait preuve. Ils ont mis des années et des années pour être sûrs de pouvoir réussir. Ils voulaient pas se louper et ils ont pas loupé Kira, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui encore, les tombes de ces 47 samouraïs reposent à côté de celles de leur maître, à Sengakuji. Vous pouvez y faire un pèlerinage, c'est quelque chose d'assez populaire et ça reste assez marquant. Chapitre 3. Une existence en marge. On a tous cette image du Ronin un peu héroïque, mais la réalité est souvent bien plus crue. On parle là d'une chute sociale dans le Japon féodal. Faut pas oublier que le Ronin c'est vraiment un samouraï sans maître. Quelque chose qui n'est pas naturel pour l'époque. Faut comprendre quelque chose, c'est que dans le Japon d'Edo, les samouraïs c'était pas juste des guerriers, c'était aussi des administrateurs ou même des juges. Leurs seigneurs, les daimyo, assuraient leur subsistance, ils leur donnaient des terres, des revenus, une maison, mais quand ils tombaient en disgrâce, mouraient sans héritier ou étaient contraints de céder son domaine, ces samouraïs se retrouvaient tout simplement à la rue. Les Ronin se retrouvaient dans les villes, des dizaines, parfois des centaines, errant dans les rues d'Edo, d'Osaka ou de Kyoto, allant même jusqu'à devoir vendre leurs sabres pour certains. Le shogunat Tokugawa, lui, n'aimait pas vraiment les Ronin, tout simplement parce qu'il les considérait comme imprévisibles et totalement incontrôlables. Des hommes formés à tuer, mais s'enchaînent, c'est pour ça qu'il existait des lois très strictes autour du statut des Ronin. Certains fiefs interdisaient purement et simplement de leur offrir un emploi. On encourageait même parfois les Ronin à devenir moines, pour les éloigner de la tentation des armes. Il y a des récits de Ronin qui ont parcouru le pays vivant de duels, de poésie ou de philosophie. Ils étaient craints, souvent méprisés, mais parfois admirés, parce qu'en fait ils incarnaient cette figure rare, celle de l'homme libre, déraciné, mais libre. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, en s'isolant de la société, les Ronin sont devenus un peu des révolutionnaires. Ils n'ont pas fait la guerre contre la société avec les armes, mais juste en se libérant, en prenant leur indépendance d'un système qui voulait absolument pas ça. Ils ont prouvé qu'en fait, on pouvait vivre en dehors du cadre de la société, et même dans une société aussi stricte que celle de l'ère d'Edo. Alors non, les Ronin ne sont pas forcément des héros. Certains ont même succombé à la violence, assez facilement, et d'autres ont juste cherché à survivre. Chapitre 4. Les Ronin célèbres de l'histoire. Certains Ronin, certains de ces hommes sans maître, ont quand même beaucoup marqué l'histoire, que ce soit par leurs exploits, par leur folie. Parce que parmi les milliers de Ronin que le Japon a connus, certains sont devenus littéralement des légendes. Et on va commencer par le plus célèbre de tous, Miyamoto Musashi. Un homme qui passe presque toute sa vie sans maître, et qui pourtant a redéfini ce que signifiait être samouraï. Et non pas Ronin, j'ai bien dit samouraï. Musashi, c'est un peu le Bruce Lee du Japon féodal, vraiment. Il a combattu plus de 60 duels et il les a tous remportés. C'est vraiment le Ronin. Il avait développé sa propre technique, il avait 2 sabres et non 1. Et surtout, c'était pas seulement un guerrier, c'était un philosophe, un artiste, un homme obsédé par la précision et la perfection du geste. Dans son traité, le livre des 5 anneaux, il décrit sa vision du combat, mais aussi de la vie. Pour lui, le sabre était un prolongement de l'esprit et chaque duel une quête de vérité. Il n'a jamais cherché à servir un seigneur, il a refusé les honneurs, les postes, les titres. Il voulait rester libre. Et il y a aussi ceux dont la réalité se confond avec la légende. Tsukahara Bokuden, par exemple, un maître d'escrime célèbre pour n'avoir jamais dégainé, sauf en dernier recours. Il enseignait ce qui s'appelait l'école du combat sans épée. Pour lui, la vraie victoire, c'était d'éviter le combat.
Une idée très zen, très philosophique, mais qui tranchait avec l'image du guerrier impitoyable. Il aurait affronté des bandits, des samouraïs, des moines combattants, et souvent par la ruse ou par la parole, il les aurait désarmés. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est exagéré? Peu importe au fond. Qu'ils aient été guerriers, rebelles ou artistes, ce que ces Ronin célèbres nous montrent, c'est qu'ils n'étaient pas juste des hommes sans maître. Ils étaient des hommes qui, chacun à leur manière, ont choisi de marcher seuls. Et c'est peut-être ça qui fait leur force. Ils n'ont pas suivi les routes toutes tracées devant eux, ils ont forgé la leur, à coups de sabre ou à coups de philosophie. Reste à voir dans quelle équipe vous êtes. En tout cas, si plonger dans cet univers fascinant des Ronin et de ces samouraïs un peu différents de ceux qu'on a l'habitude de voir vous a intéressé, n'hésitez pas à lâcher l'abonnement, la cloche et le like. Et le commentaire, ça aide toujours pour le référencement. Moi je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.